Bonjour à tous et bienvenue sur Calcul et Capital. Aujourd'hui, on va parler d'ETF. On entend un peu partout que c'est la solution miracle pour investir. C'est simple, c'est accessible, c'est performant. Et c'est vrai, en partie. Mais cette simplicité, elle cache un piège dans lequel beaucoup trop d'investisseurs tombent. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les erreurs à ne surtout pas commettre. Pour bien commencer, regardez ce chiffre. Plus de 40%. C'est la part des nouveaux flux d'investissement en bourse qui se dirigent vers les ETF. C'est juste un raz-de-marée. Et cette popularité immense, elle rend une chose absolument cruciale. Il faut comprendre comment bien les utiliser, pour éviter des erreurs qui peuvent coûter très très cher sur le long terme. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Beaucoup de gens confondent la simplicité de l'outil avec la facilité de réussir. On se dit, c'est bon, j'ai acheté un ETF sur mon téléphone en 3 clics, je suis à l'abri. Mais la vérité, c'est que réussir avec une stratégie passive, ça demande de la discipline, de la cohérence et une bonne dose de psychologie. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors, comment on fait pour éviter de saboter ses propres investissements? Voici notre plan pour cette analyse. D'abord, on va voir l'illusion de simplicité et les pièges psychologiques qu'elle entraîne. Ensuite, on s'attaquera aux erreurs classiques de construction de portefeuille, puis aux oublis de gestion qui grignotent la performance. Et enfin, on verra quel est le véritable défi pour réussir sur le long terme. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec notre première partie, les pièges psychologiques. Parce que, comme le dit si bien le sous-titre, la bataille, elle est avant tout mentale. C'est une lutte contre nos propres impulsions, nos propres peurs. Ça, c'est la petite phrase qu'on entend partout, celle qu'on se répète pour se rassurer. On regarde les courbes sur 20 ans, on voit des performances moyennes de plus 7%, plus 8%, et on se dit « parfait, il n'y a qu'à laisser faire, c'est automatique ». Mais cette pensée, elle crée un faux et très dangereux sentiment de sécurité. Parce que la réalité du long terme, elle ressemble parfois à ça. Oui, les ETF réduisent le risque lié à une seule entreprise, c'est un fait. Mais ils ne suppriment pas le risque de marché. Prenons la crise de 2020. Même un ETF monde très bien diversifié a pu perdre 30% en quelques semaines. Et ça, ce n'est pas juste une ligne sur un graphique, c'est du capital bien réel qui fond. La vraie question, c'est a-t-on vraiment les nerfs assez solides pour supporter une telle baisse sans paniquer ? On passe à un autre grand classique des pièges psychologiques. La fameuse phrase « Les marchés sont trop hauts en ce moment, je vais attendre une bonne correction avant d'investir ». Qui ne s'est jamais dit ça, sérieusement? Le problème, c'est que ce raisonnement est un piège. Personne, absolument personne, ne peut prédire les marchés. Quand la fameuse baisse qu'on attendait arrive enfin, la peur prend le dessus. On se dit « et si ça descendait encore plus bas ?» et on attend encore. Résultat, on reste sur la touche pendant des mois, voire des années, et on passe à côté de la seule stratégie qui a vraiment fait ses preuves, être investi régulièrement sur la durée. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce qui se passe dans la tête, parlons de la pratique, avec la deuxième partie, les erreurs de construction de portefeuille. C'est ici qu'on tombe très souvent dans le piège de ce que j'appelle la fausse diversification. Voilà un exemple parfait. Sur le papier, ça a l'air bien. On a 3 ETF différents. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils sont tous massivement exposés aux mêmes géants de la tech américaine. Pourquoi? Parce que les indices monde, S&P 500 et Nasdaq 100, sont tous les 3 pondérés par la capitalisation. Donc, les Apple, Microsoft et Amazon de ce monde pèsent un poids énorme dans chacun d'eux. Au final, ce n'est pas de la diversification, c'est de la concentration déguisée. Une vraie diversification. Une diversification solide. Ça se construit sur plusieurs axes, comme on le voit ici. Il faut varier les géographies, la taille des entreprises, les classes d'actifs et bien sûr, les secteurs. Le but, ce n'est pas d'avoir plein de lignes dans son portefeuille pour faire joli. L'objectif, c'est de combiner des actifs qui ne réagissent pas de la même manière aux mêmes événements. C'est ça qui va permettre de lisser la performance globale. On attaque la troisième grande catégorie d'erreurs, celle qui arrive avec le temps, un peu par négligence. La fameuse stratégie du « je mets et j'oublie », qu'on appelle aussi « sell it and forget it », elle a ses limites. C'est un peu comme une petite fuite d'eau dans un mur. On ne la voit pas tout de suite, mais à la fin, les dégâts peuvent être considérables. Imaginons qu'au départ, on choisisse une allocation cible de 70% en actions et 30% en obligations. C'est un profil de risque plutôt équilibré qu'on a défini en fonction de ses objectifs, de son horizon de temps, etc. Mais regardez ce qui se passe après quelques années de hausse des marchés actions si on ne touche à rien. Le portefeuille a complètement dérivé. On se retrouve avec une allocation à 90% en actions. Ce n'est plus du tout le même niveau de risque. C'est beaucoup plus agressif que ce qui était prévu. Sans s'en rendre compte, le risque du portefeuille a explosé. D'où l'importance cruciale de rééquilibrer au moins une fois par an pour rester aligné avec sa stratégie. Et voici un autre oubli qui coûte une fortune, la fiscalité. Le choix de l'enveloppe, c'est-à-dire le type de compte, peut faire une différence colossale. L'exemple ici est juste frappant. Sur 25 ans, avec le même investissement de départ, la différence entre un PEA, qui est une enveloppe fiscalement optimisée, et un compte titre ordinaire peut dépasser les 100 000 €. C'est énorme. La raison est simple.
Sur un CTO, les plus-values sont taxées chaque année, ce qui vient freiner l'effet boule de neige des intérêts composés. Ok, après avoir vu les pièges psychologiques, les erreurs de construction et les oublis de gestion, on se rend compte que tout ça, en fait, ça converge vers un seul et même point. C'est notre dernière partie et c'est la plus importante, le véritable défi de l'investissement. C'est facile d'être un bon investisseur à long terme quand tout est vert, quand les marchés ne font que monter. Mais le vrai test, le moment où l'on découvre sa vraie personnalité d'investisseur, c'est pendant les crises. C'est quand les médias crient à la récession et que le portefeuille fond comme neige au soleil, que la tentation de tout vendre au pire moment devient immense. C'est la question à 1 million, ou plutôt à 30 000 euros. Il faut se la poser à froid. Imaginez le scénario. 100 000 euros sur le compte deviennent 70 000. Comment on réagit, vraiment ? Si l'idée même de cette perte est insupportable, c'est probablement que le portefeuille est mal calibré par rapport à sa tolérance au risque. Et il vaut mieux ajuster ça avant de le découvrir en pleine tempête. Le point crucial à retenir, il est donc là. La vraie difficulté de l'investissement passif, ce n'est pas technique, c'est comportemental. Le vrai défi, c'est de garder le cap, de rester discipliné dans les moments d'euphorie comme dans les pires crises. Bref, c'est de réussir à surmonter ses propres biais et ses propres impulsions. Et pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. La simplicité des ETF est une force, c'est certain, mais elle ne remplacera jamais la discipline et la connaissance de soi. Dans une stratégie passive, le plus grand risque, ce n'est pas le marché. Le plus grand risque, c'est souvent nous-mêmes. La vraie question est donc, est-on prêt à affronter ce risque-là ? C'est la fin de cette analyse. Pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines, le like et l'abonnement font vraiment toute la différence. Merci